Puis si on n'avait pas mis des règles, ben, on serait retrouvé dans un club et 6 mois après, on serait mort. Donc on aurait pu exister. Et du fait qu'on ait dit non à beaucoup de personnes, plus vous dites non dans la vie, plus vous êtes crédible. Savoir dire non, c'est un acte de bon. Il y a un moment, je me souviens, le patron du coq sportif, Marc-Henri Bossire. Une interview importante pour toi, que tu es allé chercher. Voilà. Et 2 ans après, le mec, il m'a dit, j'en avais marre de recevoir tes textos. Donc j'ai dit oui, et j'adore. Zemmour est venu, et on a passé 1h30 ensemble. Et pour la petite histoire, il y a un petit malin qui s'amusait à filmer, dans la salle avec son téléphone et qui a rendu les images à BFM TV. Je me suis retrouvé en prime time un soir avec l'émission avec Zemmour. Voilà, j'ai pas super bien vécu. Dans l'interview à venir, on va rentrer dans les coulisses d'un des plus gros clubs entrepreneurial français. Il est en train de conquérir énormément d'entrepreneurs et pas n'importe lesquels, certains des plus gros décisionnaires industriels en France. Avec plus de 35 clubs et plus de 2500 membres aujourd'hui répartis sur tout le territoire, on va rentrer dans les coulisses d'un des plus gros clubs très privé de l'entrepreneuriat. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous amener dans cette discussion avec Olivier Talbert, son fondateur. On va parler bien évidemment de création et du développement d'un business club. On va revenir sur toutes les étapes qui ont fait son succès. On va également parler de l'importance de développer du réseau et les bons conseils pour pouvoir le faire. Comment faire une bonne première impression. Et on parlera également de prise de parole en public, de comment monter sur scène et être impactant pour marquer les esprits. Je vous invite dès maintenant à découvrir mon interview exclusive avec Olivier Talbert. C'est parti. Hello les amis et bienvenue dans une nouvelle interview d'entrepreneur, Entrepreneur 2.0. On crée l'impossible dans sa vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Olivier avec nous. Salut Olivier. Salut. Merci beaucoup d'être là chez toi. Parce que pour le coup, on est venu chez toi dans tes bureaux. Très beaux locaux ici à Valenciennes. J'ai eu l'occasion de te découvrir sur mon parcours de commercial à l'époque, où tu avais déjà commencé à développer justement le HBC et tout le business qu'il y a derrière, on aura l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, il y a dizaines de collaborateurs, tu disais juste avant, qui travaillent avec toi. C'est plus de 35 clubs en France, 2500 membres, principalement des entrepreneurs de l'industrie, mais également des prestataires de services qui gravitent autour. Tu as réussi à rassembler tout ce monde-là, mais plus que ça, moi ce que j'ai découvert en m'arrêtant un petit peu sur ton parcours, en le découvrant, c'est un homme passionné, un entrepreneur avec beaucoup d'ambition, et aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, à 55 ans 57 ans, encore beaucoup de choses à réaliser, et c'est avec grand plaisir du coup qu'on va plonger un petit peu dans ce parcours. Alors je me suis mis quelques notes pour tous ceux qui nous écoutent, de savoir un petit peu de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. On va notamment parler de cuisine, exactement, de passion de nourriture, forcément, parce que tu organises des repas. Et on va parler de l'importance du réseau et de créer du lien. On va parler de la création d'un business club, des conseils pour networker et faire une bonne première impression. C'est la question que j'ai pour toi. Et également de comment créer de l'émotion sur scène et dans ses prises de parole, parce que effectivement tu as développé des compétences solides et tu en as vu passer des excellents speakers, des moins bons. Toi-même tu es devenu, et ça se voit, un bon communicant. Je pense que tu l'as appris, peut-être c'était un petit peu inné, on aura l'occasion d'en parler. Mais avant d'être ce chef d'entreprise si impressionnant, c'était quoi ton rêve de gosse à toi? Quand j'étais gamin, j'avais un seul rêve, je voulais devenir sportif de haut niveau. Je voulais être rugbyman, je jouais au rugby à Tours et tous mes potes avec qui j'étais à l'école sont partis faire sport-études en Angoulême. Et je suis le seul à rester sur le carreau, malheureusement. Je n'avais pas le niveau rugbystique et je n'avais pas le talent. Voilà, et puisque du point de vue scolaire, je n'étais pas le plus brillant non plus. Donc ça passe pas, le dossier il passe pas, et à ce moment-là, tu as un rêve qui se meurt un petit peu, comment ça se passe? Ouais, alors ce rêve il se meurt un peu, en effet, fin de troisième, se pose plein de questions, je suis pas fait pour les études, c'est clair. Et j'ai cette chance, enfin, je sais pas comment on peut le dire, ma mère était complètement désolée et 48 heures avant de rentrer à l'école, à la rentrée scolaire, eh bien, un lycée professionnel m'appelle, qui est un lycée hôtelier. Et là, c'est la révélation, je fais 2 ans de cuisine et je deviens passionné de cuisine. Et je sors de l'école en 83. Et du coup, c'est là avec un CAP de cuisine. On a promis qu'on allait parler de cuisine, on commence, on aura l'occasion après de parler de grand chef, de d'autres choses, mais effectivement, démarre pour toi la cuisine. Qu'on comprenne un petit peu le background dans lequel tu grandis, c'est quoi ta vision du travail quand tu es enfant? C'est quoi un peu l'éducation que tu vas recevoir de tes parents? Dans quel milieu tu vas grandir? Alors, je termine juste sur, quand je sors de l'école,
Vous savez, des fois quand vous êtes gamin, quand vous êtes adolescent, vous n'êtes pas toujours en phase avec vos parents. Ouais. Il y avait un peu de tension à la maison, j'habitais en Touraine et mon souhait c'était de partir au plus vite. Ouais. Et lorsque j'ai ce diplôme de cuisine, je décide, à l'époque il y avait le guide Michelin, j'achète le guide Michelin et je regarde les 23 plus grands restaurants français qui avaient 3 étoiles. Je leur écris de ma plus belle main, il n'y avait pas d'internet à l'époque et pas de texto, de téléphone portable. Je leur écris en disant que je suis le meilleur. Et il n'y en a pas un de ceux qui m'a répondu. Je suis parti travailler à Londres dans un restaurant français là-bas, et un restaurant étoilé. J'ai fait ça pendant 5 ans, les saisons. Et c'est comme ça que je me suis construit. Sur opportunité. Voilà, exactement. Je suis arrivé à Londres avec mon sac à dos, j'ai pas de boulot. Et 48 heures après, j'avais trouvé du boulot. D'ailleurs, effectivement, tu vas rencontrer des gens qui vont après changer le cours de ta carrière à Exactement. Londres, mais ça, on en reparlera juste après. Le background, du coup, dans lequel tu grandis. Mes parents sont d'origine très modeste, enfin, globalement, mais cadre moyen. Ma mère est dans une banque, mon père travaille dans le représentant de commerce dans le vin. Donc, on nous a appris la valeur travail, bien souvent à la maison. Le week-end, on bricolait, on filait un coup de main à mon père à rénover sa maison, enfin la maison familiale. Ouais. Et puis j'avais une passion, c'était le rugby, le sport. Et tous les dimanches, j'étais sur un stade ou dans des tribunes et j'allais regarder les matchs où j'allais pratiquer ce sport. C'était important pour tes parents à l'époque que tu fasses des études, que tu fasses des grandes études, que tu suives un peu un moule préétabli ou... Oui, parce que c'était un peu la logique des choses à l'école. Rappelez-vous, dans les années 80, quand tu n'avais pas ton bac, le regard était un peu différent. On faisait partie de ces gens qui avaient, dans les lycées professionnels, qui n'avaient pas forcément une bonne image. Souvent, voilà, on disait, tiens, t'as pas le niveau, tu vas aller passer un CAP, c'était un peu ça, mais je suis très fier de ce que j'ai fait. Et puis aujourd'hui, j'ai pas à rougir, bien au contraire. Vous savez, les autodidactes, à l'époque, c'est peut-être plus facile d'être autodidacte il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Je dis pas qu'aux jeunes, il ne faut pas faire d'études, bien au contraire, mais je pense que la vraie réussite de ça, ce qu'il faut retenir, c'est que vous prenez des coups, forcément, quand vous sortez de l'école, mais les coups, ça s'appelle l'expérience, et cette expérience, ce qui est le plus important, c'est surtout le comportement. C'est-à-dire, globalement, vous apercevez de quoi? C'est que les gens qui vous ont fait confiance, ne vous ont pas fait confiance sur votre compétence, ils vous ont fait confiance tout simplement parce que votre comportement était le bon, vous étiez curieux, vous avez été vers les gens, vous avez défendu le drapeau. Et quand un employeur travaille avec vous et que vous défendez ces valeurs-là, il peut que se passer des belles choses avec lui. Et donc à ce moment-là, c'est un peu peut-être par vengeance que vous envoyez que tu envoies cette lettre et que tu te dis allez, je suis le meilleur, ok, je fais CAP cuisine, machin, etc. Mais je suis capable d'eux et je veux travailler avec les meilleurs. Ouais, oui, tout à fait, mais c'est à un moment, il y a une forme de fierté. Tout à l'heure, tu as employé le mot ambition. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, l'ambition, si tu l'as en toi ou tu ne l'as pas, on ne devient pas ambitieux, on est ambitieux. Okay. Et je pense que ça, c'est une vraie valeur. Et c'est comme dans le sport, c'est qu'à un moment, quand vous avez joué à un certain niveau, vous voulez toujours franchir les paliers supérieurs. Et j'ai toujours rêvé d'être en haut de la marche et jamais la seconde place ou la troisième ne m'intéresse pas. C'est très intéressant parce qu'en plus, du coup, on verra qu'il y a un parcours avant l'entrepreneuriat, il y a un parcours avant tout ça. Parlons-nous peut-être dans les grandes lignes de justement ce début du salariat dans les cuisines à Londres jusqu'à ta carrière de directeur commercial qui va se faire à travers notamment la boîte Pasquier et puis après une autre société avant ta première expérience d'entrepreneur. Ouais, alors 57 ans, il y a quand même pas mal de vécu d'entrepreneur, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'en 87, je sors de l'armée. Et j'avais 2 mois à rien faire. Service militaire obligatoire, du coup 12 mois, voilà, comme ça se faisait à l'époque. Et j'avais 2 mois à rien faire. Il fallait toujours que je travaille parce que j'avais malheureusement pas d'argent. Et j'avais une R5, je me souviens, j'avais pas de quoi mettre de l'essence dans la R5, donc ça, en général, tu t'en souviens bien. Et je rencontre un copain qui me dit tiens, chez Brioche Pasquier, il cherche un chauffeur livreur au Mans. Et l'histoire, elle commence comme ça. J'ai un CDD de 2 mois. Et là, alors, la famille Pasquier m'a fait confiance à ce moment-là. Je suis rentré pour 2 mois, je suis resté 12 ans chez eux, en évoluant, commercial, chef de vente, avec 7 déménagements en 12 ans. Ça a été un moment incroyable, mais surtout ce que je retiens de cette expérience, non seulement l'évolution personnelle, mais surtout la confiance que m'ont fait les dirigeants, les frères Pasquier, Philippe Habert, enfin, toutes ces personnes. Et j'ai un petit clin d'œil parce que j'ai un collaborateur de l'époque que j'avais embauché, qui était commercial, il s'appelait Sébastien, et qui m'a accompagné tout au long de ma vie. Aujourd'hui, il est devenu manager d'un de mes clubs à Bordeaux, Hans Deuxième à Toulouse. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, on est potes. Et ça, pour moi, ça a vraiment une grande valeur. C'est l'amitié, la relation humaine. C'est ce qui fait qu'à un moment, pourquoi vous levez le matin, il n'y a pas que le pognon dans la vie. À ce moment-là, vous le conscientisez, tu le conscientises, ou c'est en regardant dans le rétro sur ton parcours vraiment que tu vois tout ça? Est-ce que déjà à ce moment-là, tu te dis
l'impact des gens, la relation humaine est peut-être plus importante que les compétences. Ouais. Alors, il y a un truc qui est, je me souviens très bien, c'est quelque chose qui me faisait grandir. Quand je faisais une performance, quand j'avais une performance commerciale ou autre, Mhm. j'étais plus fier pour mon boss que pour moi. C'est-à-dire, globalement, ce n'était pas une question de rémunération ou prime. Je le faisais parce que j'étais fier de représenter l'entreprise. Ok. Quand j'allais chez Carrefour, chez Leclerc ou autre, c'était quelque chose qui était important pour prouver ce que je valais. Il y avait une petite revanche sur la vie quand même. Hein, Mhm. voilà, et j'ai toujours été très content, très. Tu sais, quand vous avez de la fierté au fond de vous, pour aller monter sur toutes les montagnes, pour aller marcher sur la lune, la fierté vous fait avancer quand même. Ouais. Du coup, l'ego ou la fierté serait pas forcément qu'un frein. Alors l'ego, on le place où on veut, le curseur, attention de pas. Il faut en avoir, hein, mais il ne Mhm. faut pas en avoir de trop non plus, parce qu'après il faut pouvoir travailler avec des collaborateurs, et si vous en avez un trop, vous prenez de la place, Ouais. et quand vous prenez de la place, les gens doivent exister autour de vous. C'est pour ça que c'est important, mais la fierté, c'est ce qui fait avancer, et surtout il y a un mot que je retiens de toutes ces années, c'est la curiosité. Ce Mhm. qui m'a toujours fait avancer, ce qui m'a toujours marqué chez les gens, c'est la curiosité. Je me nourris de l'actualité, je me nourris de ce que j'entends, de ce que j'écoute. Et je me dis, toi, ce matin, j'étais à Paris et devant moi, j'avais un taxi. Et je regarde sur Google, je vois qu'il y a à peu près 15 000 taxis à Paris. Et je me dis, pourquoi je n'interviewerais pas le patron de G7, une station de taxi à Paris. Et Mhm. je me dis, forcément, ce mec a des choses à nous raconter. Et déjà, ça On m'a a vécu exactement. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand taxi du monde, hein, il n'est pas aujourd'hui G7, il est plutôt. Voilà, c'est Uber. Hein. Donc, ça veut dire que ça a une révolution également sur ce marché, comment les mecs ont pu s'adapter. Et tout ça, ça passe également par des évolutions. Et je me suis dit pourquoi je n'inviterais pas. Et je lui ai envoyé un petit mot. J'ai récupéré ses coordonnées ce matin avec mon équipe. Et ça va se faire. Et ça va se faire, je pense. Ouais. Ouais. Il faut de l'audace, il faut de la curiosité, il faut de la. C'est ça qui fait que le matin, vous avez envie de vous lever. Comment est-ce qu'on. Ce curseur justement là de l'audace, de la confiance en soi, alors qu'au final on n'a aucune idée de ce qu'on est en train de faire. Comment est-ce qu'on place ce curseur? Qu'est-ce qui fait qu'on ose se lancer? Ça veut dire qu'aujourd'hui, bien évidemment, on a une idée. Tous, on a une idée. On a envie de faire quelque chose. Mhm. C'est un peu comme quand vous avez les ingrédients pour faire un plat. Mhm. On est tous les deux Enzo, je te mets exactement les mêmes ingrédients, et à la fin, au bout d'une heure ou 2 heures, quand on va rendre ce qu'il y a dans l'assiette, on aura deux produits qui seront différents. Complètement différent. Le goût, présentation, parce qu'on aura nos personnalités à tous les deux Exact. qui vont faire la différence. C'est ça qui est intéressant, c'est de travailler avec les qualités et les défauts de chacun. Et quand vous savez à quoi marchent les gens, vous pouvez le faire aller au bout du monde. C'est ça qui est important. Et ça, on le comprend quand? On le comprend quand on est commercial, on le comprend quand on commence à grandir et qu'on commence à vouloir interagir, trouver sa place dans ce monde d'adultes. On le comprend quand on commence à avoir des résultats. Mhm. Parce que les résultats, ils ne dépendent pas que de vous, ils dépendent de l'équipe. Et qu'à un moment, quand vous savez, la plus belle récompense, je vais vous donner un exemple, il n'y a pas si longtemps, on a reçu Gérard Larcher, qui était le président du Sénat. Ok. Et je me souviens de ce moment-là, c'était un soir, il est arrivé, et les premières personnes à qui j'ai présenté Gérard Larcher, ce n'est pas les membres de nos clubs, ce sont les deux collaboratrices qui ont travaillé sur l'idée, qui ont tout organisé. Et les deux personnes qui étaient avec moi, eh bien, se souviennent de ce moment-là, ça les a marqués. Et ça vaut pas de prime, c'est de la reconnaissance. Mhm. Et vous n'avez pas besoin de dire merci, les gens automatiquement se motivent d'eux-mêmes, et ça nourrit votre ambition, ça nourrit votre quotidien, et c'est pour ça que le matin, vous venez travailler. Et justement, on va faire une parenthèse par rapport à ça, parce que je pense que c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, on vit dans une société où il y a beaucoup de managers ou de chefs d'entreprise qui ne savent plus trop comment rémunérer, comment donner des bonus, comment fidéliser, réussir à partager leur vision à leurs salariés. J'ai ce problème. Ouais. Et fidéliser les collaborateurs, etc., c'est pas évident. Et est-ce que ça, ce serait déjà une piste de solution, de réussir à les impliquer, à leur donner de la reconnaissance, à les mettre en avant d'un point de vue humain sur leur travail? Vous savez, ça aujourd'hui, dans le mode de fonctionnement de l'entreprise, dans ce qu'on fait, c'est quelque chose que je tâche beaucoup d'importance. C'est-à-dire que quand on commence un projet, on le termine. Et ça veut dire que c'est pas, même si je fais l'interview, je fais avec la personnalité, par contre, tout ce qui est en dessous, tout ce qui se fait autour, c'est pas moi qui le fais. Et je fais ça que la personne, quand elle voit le travail qu'elle a réalisé
se projeter sur l'écran, s'entendre au micro, je peux dire que ça, c'est une grande, grande motivation. Ouais. Alors, ça ne paye pas un homme, ça ne paye pas une femme, mais à un moment, et ça rentre en considération. C'est le bien-être au travail fait partie des choses pour lesquelles le collaborateur reste dans une entreprise. Bien sûr. Voilà, c'est pas parce que vous allez avoir 100 ou 150 balles de plus par mois dans l'entreprise concurrente que la personne va changer de boulot. Ouais. C'est le cas de travail et c'est comment vous êtes considéré et surtout comment vous allez vous épanouir. Tu l'as compris sur le chemin, tout ça, ou tu l'avais déjà un peu en toi? Je ne l'avais pas du tout, j'étais quelqu'un de très égoïste, je le suis toujours un petit peu, mais par contre, ce qui est important, c'est qu'au fur et à mesure, quand vous prenez des claques dans la gueule, quand à un moment on se casse la figure, eh bien ça fait partie de la vie, l'expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est de transmettre. Et j'ai rien de plus. Vous savez, quand vous apprenez à quelqu'un quelque chose, Ah, c'est bien. et ça, je trouve que c'est gratifiant. Mhm. C'est à un moment, comment tu vois, c'est un petit truc Excel ou sur une forme de communication, quand vous le dites à quelqu'un, ça marche mieux comme ça. Mhm. C'est génial parce que quand le mec, la personne l'applique, Tu le vois en œuvre, ouais, vous vous sentez très fier. tu te dis j'ai fait une bonne journée. Ouais, exactement. Et je pense que c'est important ça. Qu'est-ce qui te fait arriver dans le commercial? Tu avais une fibre, tu avais envie, tu comprends très vite que le commercial est un rôle important dans l'entreprise, dans lequel on va pouvoir gagner les gestions. Qu'est-ce qui t'amène là-bas? Ouais, je pense que la grande qualité d'un commercial, c'est également, je l'ai dit tout à l'heure, la curiosité, son comportement et également tout ce qui rayonne autour. Et j'ai toujours été assez à l'aise pour m'exprimer. Alors après, un peu gauche au départ, forcément, on apprend les choses, on apprend les mots qui font mouche. Hein, mais rapidement, je me suis vite établi une relation de confiance avec les personnes que j'avais en face de moi. Et puis il y a quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est toujours comment il est devenu, ce qu'il est devenu, c'est ça qui m'intéressait. Et quand vous discutez avec les personnes et quand vous vous intéressez à eux, il y a une grande chance pour que la personne soit en confiance et il y a une grande chance pour que vous fassiez des affaires ensemble. Donc ça se passe bien. Et c'est comme ça a été la clé du développement commercial, ça, Ouais. de Ouais. votre carrière. Et je me souviens de ce début d'histoire de Business Club, ma plus grande trouille, c'était de me dire mais comment je vais faire pour trouver des intervenants? Mhm. Eh bien, ce sont les intervenants qui vous ramènent aujourd'hui les autres intervenants. Parce que aujourd'hui, quand vous faites un boulot de qualité, quand vous avez une bonne réputation, ben, les portes elles s'ouvrent plus facilement. Et puis aujourd'hui, c'est sans mauvais jeu de mots, tu as des intervenants à revendre. on en parlera juste après. Après Pasquier, du coup, tu fais une autre boîte, pareil, d'un point de vue encore commercial. Ça va durer 3 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Avant de, enfin, à 45 ans, tu dis dans une interview, je crois, j'ai toujours voulu entreprendre Ouais. et j'ai attendu 45 ans pour le faire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette envie grandissante d'entreprendre? Est-ce qu'il y a des moments marquants dans ta vie où tu t'es dit fais chier là je suis entrepreneur ou fais chier j'ai vraiment envie de me lancer mais je le fais pas? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu charnières comme ça sur lesquels tu as eu envie et tu l'as pas fait? T'as quel âge toi? J'ai bientôt 30 ans. Alors 30 ans. Tu verras qu'à 40 ans, alors, tu rencontreras plein de gens autour de toi qui diront un jour je serai patron de ma boîte. Mhm. Tu verras. Et il y a les courageux entre guillemets, puis ceux qui malheureusement qui préfèrent être dans le confort et qui n'osent pas, Prenez votre voix. voilà, qui prennent le bois, mais ou qui conservent la voix. Mais à un moment, il faut avoir une forme de courage. Et à 45 balais, en effet, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et je peux assurer qu'au début, on ne dort pas bien, parce que forcément, on a des enfants, on a une femme qui est professeure libérale également, et à un moment, ça engage des responsabilités. Puis tu avais déjà un train de vie, tu avais déjà une vie qui était faite. Exactement, un train de vie, voilà. Mais on s'imagine toujours le train de vie, mais les amis d'il y a 10 ans ne sont plus forcément les amis d'aujourd'hui, puis les rencontres qu'on a faites grâce au club sont complètement différentes. Ça aussi, c'est un truc qu'on sous-estime, c'est qu'on pense toujours avoir un réseau important, mais au fil des rencontres, on s'aperçoit que le monde que vous rencontrez, c'est impressionnant. Mais par contre, il faut faire travailler sa mémoire. Il faut surtout se dire, mais comment je peux connecter Pierre avec Paul? Exact. C'est ça qui est difficile aussi dans notre métier. Il n'y a pas que de l'informatique, il n'y a pas du Facebook ou du LinkedIn, il faut absolument avoir la mémoire. Et ça, c'est important. Et donc, à 45 ans, je décide. Bien évidemment, je n'étais pas la personne la plus à l'aise, hein, parce que vous s'enfilez, vous vous retrouvez dans une ville. Il y a un truc que j'ai vachement apprécié dès le début, c'est ma liberté. La liberté, ça n'a pas de prix, et de se dire aujourd'hui on est indépendant, de se dire que demain on ne dépend pas de quelqu'un, c'est-à-dire que le résultat, la rémunération que tu te octroies, elle est liée à ton travail. Et ça c'est important, ça veut dire que bien tu comptes plus tes heures, ça veut dire que des fois les gens me prenaient pour un dingue tellement je bossais, mais j'ai toujours pris mon pied. Tu sais, dans la vie, quand vous êtes curieux, quand vous prenez du plaisir, vous ne fatiguez jamais.
Je veux dire, ça c'est quand même essentiel de la notion de plaisir. Et plus, voilà, j'ai toujours eu cette notion de plaisir. Et puis après, bah, j'ai ouvert cette agence commerciale qui s'appelle la Villa d'Olivier. Je vendais du mobilier de jardin en 2012. Et puis, bah, ça a plutôt bien fonctionné. Et puis, on a commencé l'histoire Business Club très très vite lié à ça. La partie commerciale tout de suite que tu mets en avant, tu pars sur les routes, tu prends ta voiture et tu vas trouver des clients. Ouais, bah ouais, c'est exactement ça. Et je démarre de zéro d'une page blanche avec cette agence commerciale. 9 ans après, je viens de revendre cette activité, on faisait 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Belle histoire. Voilà, une belle histoire. J'ai revendu à un collaborateur avec qui je travaillais. Et puis on a commencé en 2012 également à commencer à réfléchir au Business Club. Et elle a vu le jour le 23 septembre 2013. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à 45 ans tu ne te lances pas et qu'à 45 ans tu décides de te lancer? Est-ce qu'il y a un événement qui est marquant? Est-ce qu'il y a un événement charnière? Ouais, il y a un événement marquant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai surtout, c'est ça qui est intéressant à retenir, je savais surtout ce que je voulais plus. Et quand vous savez ce que vous voulez plus, vous gagnez beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ouais. Et je voulais plus dépendre de quelqu'un, je ne voulais plus qu'on me fasse des fausses promesses qu'on ne tienne pas. Je voulais être maître de mon destin. Et c'est comme ça à 45 ans. Je regrette même de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais c'est facile à dire aujourd'hui. Bien sûr. Il fallait avoir le courage de le faire à 40 ans. Mais quelle belle aventure, quelle satisfaction et sincèrement quel bonheur aujourd'hui. Alors la réussite, bien évidemment, elle est présente, je ne le cache pas, mais surtout quel bonheur de... Aujourd'hui, moi, la plus grande fierté que j'ai, c'est qu'on est 10 collaborateurs et c'est de faire nourrir 10 familles. Tu sais, quand tous les matins vous venez, vous êtes content que les salariés également bénéficient de votre travail, du fruit et de participer aux beaux projets que sont nos business clubs. C'est un bateau qui porte tout le monde. Quoi. Ouais, dans toutes les boîtes. Qu'est-ce qui... Tu parles de courage. Moi, quand je vois courage, du coup, je vois peur. C'est quoi les peurs que tu as avant de te lancer? C'est quoi les barrières que tu vas casser? Les peurs alors, plutôt les peurs du lancement, c'était de me dire, est-ce que je suis capable? Ça, c'est la première question. C'est, vous avez forcément un gros doute sur vos capacités à la fois professionnelles et puis de gestion. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de savoir gérer également sa trésor. Et ça, c'était une vraie remise en question, mais j'avais tellement d'appréhension que je jetais un œil sur mon compte en banque tous les jours. Forcément, pour vous débuter. Et puis, est-ce que je vais être capable de pouvoir transmettre mon savoir à d'autres? Est-ce que je vais pouvoir être capable de transmettre ma passion à d'autres? Et vous savez qu'aujourd'hui, quand on a des collaborateurs qui arrivent au bureau, qui ont le sourire, j'ai déjà fait une partie du chemin. C'est bon. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens avec qui vous travaillez, qui sont curieux ou moins curieux que d'autres, mais quand ils vous suggèrent des idées. Ouais, j'ai une collaboratrice un jour qui m'a dit, c'est vraiment un compliment qui m'a touché, qui m'a dit, Olivier, quand on travaille avec toi, tout ce que tu promets, tu le fais. Ben voilà, ça c'est une vraie fierté. C'est une vraie fierté parce qu'aujourd'hui, quand on le fait avec nos moyens, on ne pète pas plus que son cul. Quoi. Je veux dire, à un moment, on travaille avec, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Et je veux dire, à un moment, quand on parle de bénéfices, c'est qu'on a fait du chiffre d'affaires. Donc, on fait attention à tous les deniers, on fait attention. Il y a un an jour pour jour, on était 5 dans la boîte. Aujourd'hui, on est 10. Grosse croissance. Voilà, on sera, je pense. Et dans un an, peut-être 13-14. Ouais, 13-14. Donc voilà, on va le faire également à notre rythme. On peut aller beaucoup plus vite. Là, on est un peu dragué, il y a quelques personnes qui voudraient rentrer dans le capital de la boîte. Aujourd'hui, c'est pas avec Vincent, mon associé, c'est pas le sujet, quoi. Aujourd'hui, on peut continuer notre développement à notre rythme, mais en prenant du plaisir. On en parlera également parce qu'effectivement, les stratégies de croissance que vous avez mis avec Vincent en place sont très intéressantes, parfois même un peu orthodoxes. Pourquoi tu dis ça? Le système de franchise sur ce modèle-là de Business Club, ça s'est vu. Il y a un de nos confrères américains qui fait voilà, à peu près, outre-Atlantique. Voilà, qui fait à peu près le même principe, mais ouais, c'est vrai que c'est pas commun. Sur le modèle, c'est pas commun et c'est frais et ça fait du bien. Du coup, tu prends ton courage, tu te lances, tu démarres cette activité commerciale. Tu es déjà associé à l'époque, tu le fais pas tout seul. Ouais, je suis associé dès le début, on s'aperçoit vite qu'on n'a pas les mêmes objectifs. On n'est pas d'accord. Et qu'on va se séparer très très vite. Donc on a lancé la machine ensemble et quelques mois plus tard, on décide de se séparer. Voilà. Et je pense que c'est important d'avoir la même vision quand on s'associe avec quelqu'un. Ça aide justement de ne pas se lancer tout seul. L'association pour toi c'était aussi une barrière pour qu'on y ait ensemble au combat, quoi. Ouais, tout seul je ne serais pas allé. J'avais peur. Parce que d'abord, je ne suis pas quelqu'un qui conceptualise fortement au départ. J'ai plutôt cette
cette dominante commerciale et d'aller. C'est une force vive d'aller convertir. Mais de conceptualiser quelque chose par écrit, c'est moins mon truc. Et alors qu'aujourd'hui, ça l'est devenu. Et voilà, et c'est vrai que de partir à deux, c'est rassurant. On se noie moins facilement quand on est à deux que tout seul. Et puis surtout, on partage. Partager l'aventure avec quelqu'un, c'était important. De toute façon, tout ton parcours, on le voit que l'humain, il est au centre de tout finalement. Dans ce que tu fais, comment tu le fais, avec qui tu le fais. Ouais, tu sais, aujourd'hui, quand je me souviens de chez Voyage Pasquier, c'est Louis-Marie Pasquier, le PDG, qui disait ça. Et je suis toujours très sensible à ça. Il disait, chez Voyage Pasquier, on évalue les collaborateurs à travers deux critères. 15% sur les compétences et connaissances et 85% sur le comportement. Et le savoir-être. Et ça, je veux dire, aujourd'hui, d'avoir toutes les, tout ce que tu veux dans la vie, je pense que le savoir-être, il est vraiment déterminant. Est-ce que je t'apprends des choses là? Tu m'apprends des choses. Au niveau de ton parcours, est-ce que tu as envie de bosser avec moi? Est-ce que j'ai envie de bosser avec toi? C'est intéressant, tu es déjà en train de m'interviewer. On m'avait dit qu'il fallait que je fasse attention à ça. Je te trouve deux choses très intéressantes et qui ne vont pas dans la même direction, mais qui, je pense, sont des clés du succès. On verra si ça se confirme à la fin de l'interview. La première des choses, un côté un peu strict, carré, rigoureux, un peu discipliné, peut-être même trop à tendance, peut-être un petit côté perfectionniste même, et par contre, beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'amour, énormément de cœur dans tout ce que tu fais. Et ça m'inspire beaucoup. Pour l'instant, moi, je suis aux premières loges. J'espère que tous les gens qui nous écoutent aussi. Qu'est-ce que tu te dirais, du coup, à tous les gens qui ont 25, 15 ou 45, qui hésitent à se lancer? L'audace. L'audace, il faut oser dans la vie. Je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets. Et je me souviens de plusieurs exemples comme ça où j'avais des moments de doute et puis en téléphonant tout simplement à la bonne personne, c'est-à-dire il ne va jamais accepter de discuter avec moi, il ne va jamais accepter de venir, et bien les surprises sont toujours très agréables parce que je ne vois pas pourquoi il vous dirait non. Je me souviens une fois que le Lelouch, 8 jours avant un gros événement, on se retrouve un peu dans la mouise, on n'a pas d'intervenant, il y a 400 personnes dans la salle. J'appelle Claude Lelouch et Claude Lelouch me dit je ne peux pas dire non à quelqu'un qui ose, donc il est venu partager ce moment avec nous et il y en a eu d'autres. Et il faut oser. Oser, croire en soi, ça veut dire qu'on a tous beaucoup de qualités. Elles ne sont pas toutes identiques, et heureusement, parce qu'autrement on serait tous des clones, ça serait pas sympa. Mais par contre, prendre du plaisir. Je pense que le plaisir est l'accomplissement de tous ces critères. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans une entreprise, c'est de bien vous renseigner, où vous mettez les pieds, de bien sentir le fit avec votre dirigeant, parce que le bien-être, bien souvent, il passe également par la relation que vous avez avec votre dirigeant, ou le N+1. Et je pense que ça, c'est important. Et il y a un critère aussi, je le vois avec le temps, c'est quand vous avez un doute avec un collaborateur, il n'y a plus de doute. C'est une discussion que j'ai eue avec un de mes potes, justement sur le recrutement, la vision, etc. Toujours, ça et effectivement, comme avec les femmes, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ah, c'est déjà arrivé? Est-ce que tu te souviens de ta première vente? Tiens, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que jeune commercial, est-ce qu'il y a une première vente comme ça? Ouais, je me souviens d'un fait marquant. J'étais chef de vente chez Voyage Pasquier, dans le sud-ouest, et on avait quasiment tous les centres Leclerc qui travaillaient avec nous. Ils en manquaient un, c'était Leclerc d'Angoulême. Et l'acheteur, il n'y avait pas de fuite avec lui, j'arrivais pas à avoir un rendez-vous, j'arrivais pas à développer. Et un jour, j'apprends que ce chef de rayon s'est fait virer. Donc tout de suite, j'appelle son successeur, le mec me reçoit, référence mes produits, et 3 semaines après, le mec est barré. Donc je me dis, toi, dans la vente, il faut savoir saisir les opportunités, être toujours curieux, toujours sur la brèche. Toujours à l'affût. Voilà, et je me dis, ça, c'est un bon exemple d'un bon laps de temps qui a permis de faire entrer les produits au bon moment dans le magasin. Qui a permis de capter le truc. Rester à l'affût. Ouais. Pourquoi pousser autant le côté réseau? Pourquoi monter un business club? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente tout simplement des choses que j'aurais voulu à un moment, de me dire comment on pourrait m'aider pour développer mon business. Et qu'aujourd'hui, savoir quelqu'un qui puisse, parce que bien évidemment, il y a plein de collectivités locales aujourd'hui qui pourraient vous aider, chambre de commerce ou autre, mais avoir vraiment cette connaissance, il y a souvent du vernis, il n'y a pas de vraie connaissance. Et globalement, je prends l'exemple d'un club de sport, quand vous allez au LOSC, au Verselance ou au BFC, c'est-à-dire que dans les loges ou dans le VIP, vous croisez beaucoup de monde,
mais vous rencontrez personne. Parce qu'il n'y a pas un mec qui est là pour vous dire, tiens, Enzo, je te présente Paul, parce que bien souvent, vous ne connaissez pas ce que fait Paul et vous ne savez pas ce que fait Enzo. Et nous, notre job, avec mon équipe, c'est que quand on reçoit 100, 150, 200 personnes, je peux vous assurer que quand on fait le tour de table, on sait précisément ce que font chacune des personnes. Et c'est plus facile de présenter quelqu'un quand vous savez ce qu'il fait que quand vous ne savez pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, le développement du réseau? Vous savez, ce matin, je prends l'exemple. C'est arrivé ce matin, je suis dans la voiture, j'apprends qu'un de nos membres vient de se faire sortir de sa boîte ce matin, dirigeant de l'entreprise. Et je sens le désarroi complet au gars au téléphone, 50 balais, grosse remise en cause. Et il me dit, Olivier, je t'appelle parce que je t'avoue que là, je suis au fond du trou. Et le gars est dans l'automobile et je lui dis, bah, je vais t'aider. Et j'ai appelé ce matin un des gros concessionnaires français qui est membre dans un autre de nos clubs. Et je lui ai expliqué la situation et il m'a dit que Henri m'appelle. Et voilà, ils vont s'appeler cet après-midi. Et ça, je suis très fier de ça. C'est cette mise en relation, de faire plaisir. C'est comme une grosse boîte d'agroalimentaire française qui un jour, le patron m'appelle et que je connaissais un tout petit peu et qui m'appelle et qui me dit, est-ce que tu peux m'organiser un déjeuner avec Michel-Édouard Leclerc? Je dis, tu la connais, mon directeur des commerciales connaît en effet l'enseigne Leclerc, mais Michel-Édouard Leclerc, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Et on a provoqué, on a réussi à les faire rencontrer sur un petit déjeuner, tous les deux pendant 1 heure. Voilà, c'est le genre de truc, ça me procure énormément d'émotions. La gratification. Au fond de moi, j'aimerais au fond de moi me dire que demain, si je pouvais créer une conciergerie du business, ça serait un truc fantastique. C'est beau. Ouais, parce que ça veut dire que derrière, on a des demandes, tous les uns que les autres. On a envie de développer ses affaires, on a envie de s'implanter quelque part, on a envie de créer des nouveaux produits. Enfin, il nous manque plein de savoir-faire. Il peut dire qu'il y a un mec ou une personne, une entreprise qui est capable de mettre du lien là-dessus, c'est génial. Qu'est-ce que ça apporte aux entrepreneurs de réseauter, de faire partie d'un business club, du tien, pas des tiens, parce que du coup il y en a plein? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Tu as 3 réponses à ça. La première, c'est celui qui vient uniquement pour le business. D'accord? Là, c'est ce qu'on appelle vraiment les mecs qui ont mort de faim, qui ont le couteau entre les dents et qui viennent parce qu'ils veulent remplir le carnet de commande. Alors souvent, le carnet de commande, il se remplit au bout de 6-7 mois, il ne se remplit pas au démarrage, parce qu'il faut gagner la confiance. Et ceux-là, on va les perdre au bout de 2 ans, globalement, parce que ce sont des gens qui zappent assez vite. Ça représente 15% de nos ventes. Ensuite, on va avoir celui qui vient uniquement pour les intervenants. Il vient s'inspirer des intervenants. Donc c'est plutôt le dirigeant, le gros patron. Et là, ils sont 10-15% à venir, ils viennent écouter l'intervenant et s'inspirer de ça. Et les 2 tiers de nos membres, qui sont plutôt des dirigeants décideurs également, qui sont sur des PME, eh bien, ils viennent pour partager un moment avec leur père. Ils viennent s'enrichir, et s'ils font du business, tant mieux. S'ils n'en font pas, c'est pas la fin du monde. Par contre, je peux vous assurer que le drapeau, ils sont très fiers de porter les couleurs. Je vois bien les pins que nous avons lors des déjeuners. Là, pareil, publie son pins le jour du déjeuner. Ils sont très fiers de partie du réseau. Et c'est comme une équipe de sport. Quand vous êtes dans le vestiaire, vous défendez le drapeau, vous défendez le maillot. C'est ce côté rugby. Voilà, et ça j'aime. À ce côté rugby, il y a plein d'autres sports aussi qui te passionnent, on en reparlera juste après, mais c'est ce côté effectivement de partager les mêmes valeurs presque finalement entre entrepreneurs. Ouais, et puis le regard franc, tu sais, quand vous côtoyez les gens, moi, ça m'arrive régulièrement de croiser, alors c'est des trucs incroyables, mais là, cet été pendant les vacances, il y a eu deux mecs du club qui se sont croisés par hasard à l'île de Ré. Tu fais partie d'un club, moi aussi je fais partie d'un autre club, et les mecs se connaissaient pas avant, et cette fratrie, quelque 3 ça crée la confiance. Bah ouais, ça crée la confiance, et puis aujourd'hui, avec un réseau de 2500 membres, on va continuer à se développer. Notre objectif, c'est quand même d'ici 3 ans d'avoir à peu près 5000 membres, et là on va commencer à peser. Ouais. Et là, on va commencer à se rencontrer beaucoup plus en vacances. Exactement, puis on sort une appli également qui va voir le jour au mois de novembre. Ah oui, ça va permettre de connecter. Exactement, ça veut dire que quand tu es à Strasbourg, quand tu vas t'implanter à Marseille, tu vas pouvoir passer des annonces en ligne. Voilà. Pourquoi est-ce que tous les entrepreneurs devraient développer leur réseau? Moi, c'est un truc que j'ai fait un peu naturellement parce que j'ai grandi comme commercial aussi, un peu comme toi, je pense, à ton époque. Et donc, du coup, très vite, j'ai compris que quand tu connaissais des gens qui connaissaient des gens, ça t'aidait à solver plein de situations. Il y a plein d'entrepreneurs, notamment sur Internet, tu sais, dans notre cas, où ils sont dans leur chambre, ils sont dans leur truc, et ils n'ont pas ce réflexe-là, ils n'ont pas cette vision business-là. Pourquoi est-ce que tout le monde devrait développer son réseau? Alors, développer son réseau, c'est bien. Attention, c'est pas parce que tu serres la louche de quelqu'un ou que tu dis bonjour à quelqu'un que c'est du réseau. Ce qui est important, c'est de bien entretenir son réseau. Tu vois, il y a un petit conseil là-dessus, c'est de se dire ouais. Mais c'est surtout de se dire comment on l'entretient. Et on l'entretient à travers, tu vois,
je travaille beaucoup avec les Google Alerts, je rentre les noms, toi Enzo, je rentre son nom. Dès qu'il y a un article de presse ou quelque chose, je suis au courant donc sur l'ensemble de nos membres et des intervenants. Et ça me permet systématiquement de envoyer un petit mot, tiens, bravo pour l'article dans la Voix du Nord, bravo pour le petit podcast que tu viens de faire avec Enzo. Voilà, c'est le genre de truc où on fait très attention. Et quand vous touchez le cœur des gens, le réseau, il s'entretient facilement. Et là, on a reçu quelqu'un régulièrement qui s'appelle Yvan Bourgnon, qui est un navigateur avec qui on s'entend très bien. Et Yvan, il a essayé de battre le record comment dirais-je, de voile en 24 heures, pas traverser, mais voilà, comment dirais-je, le record en 24 heures d'un point à un point B, en voile, parce que moi je ne trouve pas mes mots. Et il faisait avec son fils Mathis, et c'était sur la Manche, et d'un seul coup, Yvan se retrouve à l'eau. Avec des creux de vagues qui sont très impressionnants. Le bateau filait à très vive allure. Mathis a eu le temps de revenir en arrière et il a récupéré son père. Et ça m'émeut profondément. Donc j'ai envoyé un petit mot quand j'ai su, parce que c'était dans un article que Mathis avait rédigé. Et je trouve que quand on s'intéresse aux gens, même si on a une relation contractuelle avec les intervenants, même si eh bien, l'homme avant tout est important. Donc quand je prends des nouvelles d'Yvan, même si c'est un fournisseur pour moi, même si voilà, je suis très content d'entretenir cette relation. Ouais, donc c'est finalement oublier la casquette chef d'entreprise, penser à la casquette d'homme à homme, de cœur à cœur et de communiquer. Oui, et puis les gens vous le rendent. Les gens vous le rendent. Vous savez, quand vous vous intéressez à quelqu'un, je veux dire, aujourd'hui, il y a une forme de séduction. C'est un peu comme un homme et une femme. Bien sûr, très honnêtement, quand on était plus jeune, quand on draguait un petit peu, ce qu'on voulait, c'était séduire la nana. C'était un moment, lui, qu'est-ce qui va faire que la nana elle soit attirée vers vous et ce côté séduction est important. Je pense que dans la relation, le réseau qu'on a aujourd'hui, c'est comment on marque également la personne qu'on en face, comment la personne se souvient de vous. Et il y a 2-3 conseils, hein. On dit toujours les 20 premières secondes sont importants, les 20 premiers mots, les 20 premiers pas. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont excessivement importantes de bien préparer. Tu sais, quand vous discutez avec quelqu'un et que j'ai beaucoup entendu parler de vous, j'ai regardé un article de presse sur vous, et ben la relation, elle commence déjà très bien parce que le gars, il dit, ah, il s'était renseigné sur moi. Quoi. Donc il y a une forme il faut quand même se renseigner, de curiosité là-dessus. Une forme de respect un peu aussi. Ouais, respect, ouais. Mais c'est quand même sympa quand quelqu'un vient vers vous. C'est flatteur. On reste des humains. Ouais, bien sûr. Complètement. Pour continuer un petit peu dans cette idée de réseau, on a eu du coup tes beaux conseils sur comment entretenir le réseau. Toi, ton réseau, tu l'as fait monter aussi sur scène. Justement, c'est quoi ton rapport à la scène et à la prise de parole en public? Quand est-ce que tu as commencé à explorer un petit peu tout ça? Quand est-ce que c'est devenu un peu comme une évidence ou un peu comme un devoir presque de devoir pratiquer? Alors, quand on a démarré en 2013, moi, ce qui me faisait le plus la trouille, c'était de monter sur scène. J'avoue, j'avais beaucoup d'attention et puis surtout d'interviewer quelqu'un parce que ça veut dire quelque part, il faut s'intéresser, préparer. Pour que tout le monde comprenne, ceux qui nous écoutent sur le podcast, tu reçois du coup des invités prestigieux, portée nationale, internationale, et effectivement, l'ordre des déjeuners que tu organises, tu interviews ces intervenants, ces personnalités, pour essayer justement de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'aspirer. En effet, pendant 45 minutes, il y a l'interview, on parle d'une tranche de vie, d'une inspiration sur des fonctions, des métiers, sur une entreprise, une success story. Donc ça, c'est quand même très sympa. Et vous savez, quand vous recevez un Premier ministre, un ancien Premier ministre, j'ai reçu Jean-Pierre Raffarin au mois de janvier, quand on a parlé de sa fonction, comment il a été nommé. Est-ce que vous vous souvenez, Jean-Pierre, quand vous avez été nommé Premier ministre, par qui vous avez... Voilà, comment vous avez constitué votre gouvernement, quels ont été les freins, comment vous avez choisi, sur quels critères, est-ce que vous avez un moment, comment s'organise un conseil des ministres. Voilà, on est dans ces coulisses-là. Et ça, c'est passionnant parce que là, vous êtes vraiment dans l'envers du décor. On n'a pas parlé une seule fois politique. C'est ça qui est intéressant, qui est enrichissant. Alors, bien évidemment, on fait toujours très attention. J'ai une collaboratrice, Victoire, qui aujourd'hui prépare toutes les interviews, donc les chiffres. On est rarement repris sur les chiffres qui sont en fait surdonnés. Ouais, on fait très attention là-dessus parce que les gens sont très sensibles sur le parcours. On essaie d'aller toucher également l'intime un petit peu, l'émotionnel. Et dès qu'on va toucher forcément quelque chose, quand vous touchez quelque chose au niveau du cœur, on voit que les yeux brillent. Vous savez, je me souviens une fois, François Hollande était interviewé, était venu chez nous en 2018 et je me souviens, on avait parlé des attentats de Paris le 13 novembre 2015 et je lui ai posé 2-3 questions et je lui ai demandé à un moment, est-ce que
il est un homme et est-ce que ça lui est arrivé de pleurer ce soir-là? Il m'a dit en effet, les larmes sont venues. Et ça, quand vous posez ce type de questions à quelqu'un qui est au sommet de l'État, bah, ça le rend très humain. Ouais. Et c'est ça qui me passionne dans mon métier, c'est le patron du RAID également que j'ai interviewé quand il explique l'assaut, l'hypercachère ou l'assaut au Bataclan. Je peux assurer que c'est du courage, là. C'est pas le courage de commencer à être entrepreneur, c'est du courage vraiment comme à Berlin, quoi. Et quand le gars aujourd'hui vous explique comment ça s'est passé, qu'il a les larmes aux yeux, là j'ai des respects, chapeau, et vous pouvez être que humble vis-à-vis de ça et vous restez à votre place. J'ai la sensation à travers tes interviews, presque même à travers le choix de tes personnalités, et ça tu nous le diras, tu es à la recherche de la création de l'émotion, je dirais pas la plus intense, tu n'es pas dans la surenchère, mais dans la création de l'émotion. Il faut que ça soit intense, il faut que ça soit frais, il faut que ça soit puissant, il faut que ça nous prenne aux tripes. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à faire? Est-ce que tu as appris à le faire? Comment ça t'est venu? Je prends l'exemple d'un intervenant pour son Octobre qui s'appelle Christophe Adam. Vous ne connaissez certainement pas. Et le gars a une idée de génie en 2014-2015. Il a créé une boîte qui s'appelle Éclair de génie. Un produit basique, un éclair au chocolat. Il en a fait un produit sublime. Et il a créé cette boîte innovée. Il est pâtissier, il ne fabrique que des éclairs. Il y a 150 références d'éclairs. Et j'ai trouvé, un soir, on va dîner chez des amis. Et la mère, la personne qui nous reçoit, avait mis en dessert ces gâteaux. Et je trouve ça génial de présentation. Et je me suis dit, il y a 2 ans, comment je vais faire pour rencontrer ce mec qui a une idée géniale. Et j'ai cherché, j'ai trouvé. Et je l'ai eu au téléphone, je lui ai expliqué ce que je voulais. Il m'a dit, ok, je viens expliquer mon histoire. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est des gens qui sont un peu dans l'ombre, qu'on ne connaît pas bien, mais qui est une sacrée idée, quoi. Un monoproduit. C'est un peu comme chez nous dans le Nord, le merveilleux de chez Fred. C'est-à-dire qu'on est sur des monoproduits, comment les mecs ont fait fortune en ayant cette idée, quoi. Et comment ils en ont fait un business, quoi. Et ça, c'est intéressant. Et au mois de novembre, je reçois également dans un de mes clubs, c'est la première fois que ça va se faire. Première fois, je vais recevoir quelqu'un qui a eu un échec. Okay. Ouais, d'habitude je reçois que des gens qui ont réussi. Ouais, la première fois, je vais recevoir quelqu'un qui a, malheureusement, il y a eu 800 collaborateurs qui sont assis sur le carreau, qui fabriquaient des meubles et on va parler ensemble de comment il a vécu ce moment dramatique. L'entreprise a été une entreprise familiale de plusieurs générations, le père a transmis et malheureusement mal préparé la transmission. Il y a eu échec, ça s'est mal terminé et aujourd'hui quand vous l'entendez parler, j'ai eu l'occasion de dîner un soir avec lui chez des amis. J'étais tellement ému, je me suis dit, ce gars, il faut que je le fasse monter sur scène. C'est votre cas, c'est ma cas. Ouais, ça c'est ma cas. Mais j'adore parce qu'il y a de l'humain à crever. Parce que vous avez des gens connus en face de vous qui sont passionnants, très honnêtement. Moi, il y a des personnalités qui sont venues, je n'ai pas eu un fit énorme, c'est des journalistes, bon, ils font leur métier. Par contre, dès que vous touchez un chef d'entreprise, dès que vous touchez un chef de cuisine, les mecs, il y a un truc en plus et c'est ça qui fait que waouh, l'effet waouh, j'y tiens absolument. Et quand les gens y ressortent avec le sourire, j'ai passé un bon moment. Je me souviens une fois Gérard Mullier, patron d'Auchan. Donc c'est le père fondateur, le grand-père fondateur. C'est le père fondateur, celui qui a créé Auchan. D'accord. Et Gérard Mullier, très peu d'interviews. Il s'exprime très peu. Il est venu à 2 reprises dans mes clubs. Et un jour, c'était en 2019, c'était en mars 2019, il vient, dit patron d'éducation à Gérard Mullier. 500 personnes dans la salle, grand moment, j'étais très impressionné. Très impressionné parce que quand même le plus grand employeur, le groupe Auchan, c'est 350 000 collaborateurs et il raconte l'histoire. Et à la fin, on passe un bon moment, je pose des dernières questions et puis il est 15h, on se quitte et puis il me dit Olivier, j'ai passé un bon moment. Tu sais, quand Gérard Mullier vous dit j'ai passé un bon moment, ça vaut le fou. Job is done. Ouais. Ça c'est quand même génial, quoi. C'est quand même génial. C'est beau. Est-ce que tu as déjà eu peur du coup en montant sur scène? Effectivement, tu parles de cette peur de monter sur scène. Est-ce que tu as des astuces, des choses qui t'ont permis de vaincre cette peur, d'y aller et de réussir à transmettre cette passion? J'ai eu 2 peurs. La première, c'est, je reviens sur le déjeuner de François Hollande. Il devait être là à 12h30, il est arrivé à 2h15. 2 heures de retard. 2 heures de retard, donc c'était un cauchemar absolu. J'étais sur scène, je devais faire patienter les gens. Je disais attention, il va arriver dans peu de temps. Surtout qu'une des grandes règles en plus de tes clubs, c'est la ponctualité. Ouais, on commence à l'heure, on finit à l'heure. Et ça, c'était un truc de dingue. Et j'avais 400 personnes dans la salle. Comment je vais faire patienter autant de monde? Donc ça a été très compliqué à gérer. Donc ça, je me souviens, j'ai pris cette photo
de scène avec 400 personnes, parce que j'ai cru à un moment qu'il n'allait pas venir. J'envoie ça à son garde du corps, je lui dis voilà, on est 400, vous attend. Et là, je pense qu'il a compris que tout le monde l'attendait, parce que j'ai eu peur qu'il ne vienne pas. Et la deuxième fois où j'ai eu très très peur, c'était, pas très peur physiquement, mais très peur psychologiquement, c'était, j'ai reçu, c'était le 1er octobre dernier, Éric Zemmour. Éric Zemmour qui nous a écrit le 11 juillet dernier pour... Pas loin de la campagne. Oui, il n'était pas déclaré candidat encore à l'époque. Et le 11 juillet dernier, il nous écrit « Je souhaite intervenir au sein du club de Valenciennes ». Et donc on était assez controversé sur le sujet. C'est lui qui fait la démarche. C'est lui qui fait la démarche avec ses équipes. Et on donne notre accord avec tous les membres du bureau. Il arrive le 1er octobre et quelques jours avant, fait le brief avec ses équipes de communication et il voulait se servir de cet événement pour dire qu'Éric Zemmour s'adressait au patron. C'était pour montrer qu'il avait une posture économique. Et dans l'après-midi, je me souviens, j'étais à Toulouse, mon équipe était ici à Valenciennes et l'équipe de Zemmour était à Paris. On fait une conf call et il voulait faire venir toute la presse, la télé, etc. J'ai dit non, il n'est pas question que la télé rentre dans la salle, parce que je voulais quand même maîtriser le sujet. Donc il y avait les CNews, les BFM, etc. Donc ils sont tous restés à l'extérieur, ils sont quand même venus, ils ont accompagné Zemmour, mais ils sont restés à l'extérieur. Zemmour est venu et on a passé 1h30 ensemble. Et pour la petite histoire, il y a un petit malin qui s'amusait à filmer dans la salle avec son téléphone et qui a rendu les images à BFM TV. Je me suis retrouvé en prime time un soir avec l'émission avec Zemmour. Voilà, j'ai pas super bien vécu et voilà. Vécu l'interview, l'après? Non, l'interview était très très bien parce qu'il a respecté les règles du jeu. J'avais dit qu'on ne parlait pas politique, il a essayé une fois ou deux, je l'ai remis gentiment, mais il a été d'une grande sobriété. Il n'a pas du tout défendu ses convictions. Par contre, il y en a une où ça s'est pas très bien passé, c'était Valérie Pécresse, 8 jours avant le premier tour des présidentielles. Elle pensait arriver dans un meeting politique et moi j'ai posé des questions sur elle, sur qui elle était, et elle n'a pas du tout aimé mes questions et j'ai compris qu'elle n'a pas joué le jeu, enfin surtout elle n'a pas compris la démarche. Voilà, et moi aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est la bonne femme, c'est la femme, c'est l'homme, mais en aucun cas ce qui m'intéresse, le monde politique ne m'intéresse absolument pas. Comment tu fais justement pour ne pas faire de politique et de faire de l'humain quand il y a des gens, même de l'entrepreneur? Je suis sûr qu'il y en a plein que tu as mis en interview et qu'ils ont essayé de faire de la promo et que toi tu voulais ramener le côté humain. Est-ce que ça t'est arrivé? Comment tu gères ça? Ouais, alors je me souviens d'un déjeuner avec Jean-Luc Borloo par exemple, qui était ici à Valenciennes. On était très nombreux à ce jour-là, parce que c'est son fief, hein, on est dans ce quartier, et Jean-Luc Borloo a su, mais d'un revers de manche, se mettre toute la salle dans la poche. C'est ce que je lui dis, je me souviens dans l'interview, je dis Jean-Louis, c'est rarissime dans le monde politique. Je crois que quand j'ai préparé cet entretien, personne ne m'a dit du mal de toi. C'est quand même rarissime dans le monde politique. Et je crois que tu as beaucoup plus d'amis que d'ennemis. Tu dois en avoir très peu. Et ça, aujourd'hui, c'est Jean-Luc Borloo, il a su trouver les mots pour se mettre la salle dans la poche. C'est vachement facile, l'entretien d'ailleurs. Il met une pointe d'humour, c'est vachement plus facile. Ce qui est compliqué, c'est quand les personnes font des réponses courtes et avec du vocabulaire qui n'est pas toujours très compréhensible. Ouais, c'est un peu intellectuel, quoi. Ouais, je me souviens une fois Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, qui était venu, très nombreux dans la salle. Il y a une question qui est posée dans la salle, je ne comprends pas la question, très technique, et il répond. Et il répond à la question, je ne comprends pas la réponse non plus. Et je suis sur scène et je me dis, s'il me relance, je suis mort, je ne comprends pas. Et il comprend à travers mon regard que je ne comprends pas. C'est génial quand même. Ouais, c'est beau. Et donc on finit l'entretien et 1 heure après il s'en va et je viens de le saluer, je dis merci à double titre. La première pour être venu jusqu'à nous et puis la deuxième pour ce que vous savez. Et la classe, et le mec il dit de rien. Et voilà, j'ai trouvé ça d'une grande classe. Grande élégance. Ouais, grande élégance. Donc du coup, tu n'as jamais eu vraiment ce genre de cas de figure où les gens ne jouent pas le jeu, tu les sélectionnes bien? Ouais, je les sélectionne bien, et puis surtout, ce qui est maintenant plus sympa, c'est qu'ils se renseignent avant de venir, quoi. Ils connaissent le ton. Ouais, ils savent le ton, et puis globalement, on a pas mal de choses en ligne, donc les gens vérifient. Pour rien te cacher, on fait notre 1000e déjeuner au mois de décembre. On va avoir une très grosse tête d'affiche connue mondialement, donc qui va venir nous rejoindre pour ce 1000e déjeuner. Tu l'as déjà annoncé? Non. Est-ce qu'on a une exclue? Non, parce que c'est pas encore acté, mais sur le principe, il a donné son accord. Et ça va être un moment incroyable, un moment incroyable. Pour le club et pour tous les gens qui pour le réseau, parce qu'on va être 1000 pour le déjeuner.
J'aime bien cette idée d'avoir un talent, un super pouvoir. C'est quoi le tien? Si tu en as un, si tu crois à ce concept. Je crois pas que j'ai super pouvoir. Par contre, je pense que quand je suis, comment dirais-je, quand je suis habité par quelque chose, j'arrive à convaincre. Ok. Et quand j'ai une idée en tête, je ne lâcherai pas. C'est vraiment un truc important, mais plus on va me dire non, plus j'ai envie d'y aller. Plus tu vas y aller. Et moi, il y a des trucs, il y a un moment, je me souviens, le patron du coq sportif, Marc-Henri Bossire. Une interview importante pour toi, que tu es allé chercher. Voilà. Et 2 ans après, le mec, il m'a dit j'en avais marre de recevoir tes textos. Donc j'étais obligé de dire oui. Et j'adore. Parce que il y en a quelques-uns comme ça qui disent mais. Tu vois, l'autre jour, je recevais le patron de Rungis, Stéphane Layani, à Paris. Stéphane Layani m'a dit, mais je lui dis, pourquoi t'es venu? Puis ça fait 1 an que tu m'écris, je ne voulais pas dire non. Et voilà, et c'est ce côté osé, mais en restant à ma place. J'ai pas fait du harcèlement tous les jours. Mais la ténacité. Voilà. Je suis là et je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. On va le faire ensemble. Ouais. Et je sais que Stéphane Layani. Donc ne pas abandonner. Ouais. Persévérance, ténacité. Ouais. Qu'est-ce que c'est jouissif quand vous y arrivez. Le résultat final. Ah ouais, c'est vrai, quand vous avez. Quand il y a un projet en tête, tu sais, c'est un peu comme le sportif qui décide d'aller faire le col du Tourmalet ou d'aller au Mont Ventoux. Quand le mec arrive en haut, il a tout fait pour s'entraîner pour y arriver. C'est des années de boulot pour un résultat. Ouais. Et ça, le soir, quand vous allez au lit, vous êtes quand même bien content et vous êtes très satisfait. Pour tous les jeunes et moins jeunes qui nous écoutent, là, comment est-ce qu'on découvre ses forces? Comment est-ce qu'on arrive à mettre le doigt justement sur son talent, sur son truc qui fait notre différence? C'est un vrai problème aujourd'hui, ça a été mon problème moi en grandissant. Impossible de savoir finalement pourquoi tu es fait, comment trouver ta place, comment identifier ses forces et comment réussir à les maximiser. Mais toi, par exemple, comment tu as fait pour justement, comment tu as connu toi, tes vraies qualités, comment tu les as identifiées? Trial and error, et essayer plein de choses, lancer plein de trucs, rencontrer beaucoup de gens, et à force que les gens répètent ah bah tiens, typiquement c'était ça aussi, tu étais bon pour, toi tu rencontres plein de gens, et les gens ils t'aiment bien, et tu crées du lien. À force de l'entendre, tu finis par penser que c'est vrai. Ouais, mais donc ça veut dire qu'il y a une forme de reconnaissance, c'est-à-dire que tu es reconnu pour tes compétences. C'est qu'à un moment, l'humain il est toujours comme ça, il va toujours faire ce qui lui plaît, ce qu'il aime faire. On commence toujours par les choses les plus faciles. Moi, on m'a toujours dit dans la vie, commence toujours par ce qui est le plus facile et termine par ce qui est le plus dur. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une phrase qui est vraie. Si vous commencez par les choses difficiles, vous aurez ça va être beaucoup plus besogneux. C'est contre-intuitif, c'est intéressant. Ouais, et par contre, la facilité, c'est quand même le bonheur, quoi. Et quand vous faites du vélo, vous commencez toujours par du plat, puis vous commencez à monter. Si vous commencez à monter un col à 10%, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est de se dire, essayez, apprendre. Tu sais, c'est l'apprentissage également, c'est l'apprentissage de la vie, mais quand on commence une recette de cuisine, et vous allez avoir les ingrédients, vous la recommencez 3-4 fois, et ben, je peux vous assurer que la 4e fois, quand vous maîtrisez un peu la technique, elle est bien meilleure. Oui, elle est bien plus belle. Puis vous êtes beaucoup plus fier. Tu crois de quoi cette théorie de maximiser ses forces plutôt que d'essayer de devenir moyen là où on est mauvais? Ouais, je me souviens une fois, je l'ai pas reçu, mais Yannick Noah disait un jour, quand il parlait quand il a gagné Roland Garros en 83, il disait toujours, j'avais un fabuleux coup droit et j'avais un revers qui était moyen, et il dit, contrairement à ce qu'on peut imaginer, moi j'ai toujours optimisé mon coup droit, je me suis toujours beaucoup plus entraîné sur mon coup droit que mon revers. Et je pense que quand vous avez une force, quand vous avez une compétence, quand vous avez une qualité, il faut que cette qualité, vous l'entreteniez et vous la sublimez. La maximiser. La maximiser. Et c'est comme ça que vous êtes reconnu professionnellement. J'y crois beaucoup aussi. On va parler de ton business, du business club maintenant, de tout ce que tu as construit. C'est assez impressionnant, ça donne presque le vertige. J'ai déjà du mal à essayer de partager avec 100 personnes à travers Internet. Vous partagez avec des centaines de personnes dans des dizaines de lieux différents tous les mois. C'est assez inspirant. Il y a une des citations que tu as faites qui m'a beaucoup inspiré sur le développement d'un projet, le cadrage d'un projet. Tu as dit l'importance de mettre des règles pour réussir à faire grandir son projet. Je pense que c'était notamment à la création où du coup j'ai l'impression que tu as borné un petit peu tout ce qui était ok, tout ce qui n'était pas ok, tout ce que tu as accepté, la vision là où tu voulais aller. Et ça t'a aidé à grandir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette espèce de cahier des charges ou cette espèce de vision des règles? Ouais, je pense que tu as raison Enzo, parce que c'est ça qui a été déterminant dans la réussite. Aujourd'hui, quand on a démarré, on était des artisans.
C'est-à-dire qu'on acceptait tout le monde tapait sur l'épaule, il n'y avait pas de règles, c'est-à-dire qu'il y avait un assureur, il y avait un banquier, enfin bref. C'était pas très structuré, très professionnel. Et puis on s'est vite rendu compte qu'à un moment, bah, tous les banquiers voulaient venir, tous les assureurs voulaient venir. Puis si on n'avait pas mis des règles, bah, on se serait retrouvé dans un club et 6 mois après, on serait mort. Donc on aurait pu exister. Et du fait qu'on ait dit non à beaucoup de personnes, plus vous dites non dans la vie, plus vous êtes crédible. Savoir dire non, c'est un acte de vente. Et aujourd'hui, nous aujourd'hui dans les Hauts-de-France, hein, les clubs qui sont là, j'ai demandé à mes collaborateurs d'être le plus exigeant possible sur la sélection de membres. Il faut qu'ils nous ressemblent. À un moment, quand tu veux du business grand, il faut à la fois que tu en prennes, mais tu vas en donner aussi aux autres. Il faut que tu partages, il faut que la gamelle elle soit pour tout le monde, quoi. Et c'est ça, cet état d'esprit-là, il doit vous habiter. Il doit vous habiter. Et ça, c'est important. D'accord? Et donc définir justement donc, les règles dans ton cas, ça a été de comment faire rentrer quelqu'un, la sélection de membres, prestataire. Voilà, la sélection de membres, c'est également le format du déjeuner, en quelle heure on commence, à quelle heure on passe à table, combien de temps on donne la parole au chef d'entreprise lorsqu'il présente son activité, combien de temps on donne également à l'interview, le ton qu'on y met, et puis le dessert sous format debout, parce que c'est plus facile d'échanger lorsqu'on est autour d'un dessert que d'être à table. Voilà, c'est des choses qu'on a évoluées, on a mis des règles en place. Et puis, il y a un autre truc, ça va te faire sourire, mais mardi, j'ai inauguré le club d'Angers. Il y avait 320 personnes dans la salle. Et mon nouveau manager, Thibaut, m'a dit un truc, je ne faisais plus attention. Et lui, il a l'habitude d'avoir des grands outs, il anime des événements comme ça. Je lui dis, c'est quoi les grosses différences entre les business clubs et ce que tu fais habituellement? Il me dit, il y a une différence, c'est le silence. Quand je me suis exprimé au business club, tout le monde s'est tu. Alors que quand je fais d'autres manifestations qui ont en lien avec le business, tout le monde parle. Donc c'est le cadre? Ouais, c'est le cadre, c'est également le côté professionnel des choses qui fait qu'à un moment, tu te dis, les gens ils écoutent parce qu'on les intéresse. Plus on va intéresser les gens, forcément ils ont moins de temps de parler et surtout ils n'ont pas envie de parler. Donc une forme cadrée, le fait de délimiter les règles permet d'avancer plus rapidement dans la bonne direction. Ouais, c'est un peu les gouttières au bowling. Ouais, exactement, ouais, c'est exactement ça. Et c'est également faire briller les yeux des gens. C'est un moment quand vous leur dites des choses qui les touchent. C'est ça aussi qui fait qu'à un moment, les gens, quand ils sont touchés, ils se taisent. Il y a de l'attention. Ils écoutent avec les yeux, quoi. C'est beau ça, ils écoutent avec les yeux. Moi j'avais mis, je comprends pas parce que je déteste les règles. Je m'étais mis ça comme une petite note. Effectivement, je combat beaucoup pour ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu du coup le business model que tu as choisi pour ton club? Comment est-ce que ça fonctionne? Si j'ai bien compris, il y a un système d'association, il y a un système de business qui est derrière en prestataire. Raconte-nous. Voilà, le business model est simple, c'est qu'aujourd'hui, on a une société qui s'appelle Business O2, qui est holding, qui aujourd'hui gère la totalité des business clubs en France. Ouais. Et aujourd'hui, les business clubs qui sont en province sont tout en franchise, donc avec des associations. Donc les franchises sont les prestataires de services des associations. Et aujourd'hui, donc tous nos managers travaillent pour le compte d'associations, donc avec un président, un bureau. Donc c'est aujourd'hui on travaille en binôme entre des prestataires et une asso, et on construit la programmation et on construit également la sélection du club et la sélection des membres. D'accord ? Tout se fait du coup ici, on va dire à Valenciennes, au niveau de l'organisation, oui, de la avec logistique. Mon équipe, voilà, les intervenants viennent d'ici, voilà, c'est nous qui avons une base de données, 1200 intervenants, et donc les managers choisissent dans cette base de données, ce qui nous a permis de démarrer une nouvelle activité qui s'appelle Business Event, et on propose aux entreprises également, ce qu'on a bien su faire dans le club, on le propose aux entreprises, donc demain vous voulez un intervenant, un journaliste, un chef de cuisine ou autre, on vous les met à disposition pour les entreprises, pour les séminaires, les congrès. Et moi j'interviens beaucoup également sur l'animation de ces événements-là. D'accord ? Et du coup, ce développement-là, il a pu être un peu plus exponentiel, avec notamment le modèle de franchise. Comment est-ce qu'à un moment donné, comment ça devient cette idée? Tu disais du coup nos amis américains. Comment ça devient cette idée? Et comment est-ce que tu la mets en place? Comment est-ce que tu vas séduire un chef d'entreprise qui a déjà 8000 de trucs à faire en lui disant, écoute, tu dois être président d'un business club parce que franchement c'est génial. Là, le côté sympa du président d'un business club, ce qui est génial, c'est qu'il sait qu'il va manger à côté de l'intervenant. C'est quand vous vous retrouvez à côté d'un Jean-Luc Borloo, d'une Anne-Claire Coudray ou d'un Gérard Mullier, c'est plutôt gratifiant pour soi parce que vous n'aurez pas souvent l'occasion de les rencontrer en privé.
Donc ça, c'est plutôt... Donc ça donne un prestige, ça donne une position. Voilà, et ça veut dire que dans la presse, il y a la petite photo qui va bien, et le gars, il y a un problème d'ego, hein. Enfin, c'est pas un problème, il y a un peu d'ego là-dedans. Donc c'est plutôt bien, et puis aujourd'hui, j'ai mis le système de franchise en place, tout simplement parce que je voulais aller vite dans mon développement. Si j'avais mis une structure qui était plus fragile, avec des collaborateurs, des salariés, ça m'obligeait également d'avoir plus de management. Plus de management, et puis avec une lenteur. Bon, bien sûr, ça aurait été beaucoup plus profitable, mais la franchise nous a permis d'aller très très vite. Et aujourd'hui, on lance un nouveau réseau qui s'appelle Business Time avec Vincent, mon associé, qui là sera plutôt destiné aux TPE, donc toutes les personnes. Une niche que vous ne touchez pas, parce qu'aujourd'hui, justement, dans les règles dont on parlait juste avant, c'est plutôt des industriels avec des grosses boîtes, etc. Ouais. Et donc là, vous allez vous adresser également à ces TPE, exactement, ça va être des groupes de 25-30 personnes. Donc on a lancé une dizaine de clubs depuis la fin 2021 jusqu'à aujourd'hui. Ça fonctionne plutôt bien sous un format d'afterworks, qu'on a une vingtaine par an, deux par mois. Et on a un animateur qui s'appelle un provocateur qui anime ce type de groupe et qui fonctionne bien. Et il y a également une notion d'expert. Nous avons des experts qui interviennent dans ces business time. Masterclass ou des choses voilà, comme ça. exactement, les 5 bons conseils de l'expert. C'est les 5 bons conseils pour éviter un prud'homme, les 5 bons conseils pour bien communiquer sur LinkedIn, les 5 bons conseils pour bien s'exprimer vocalement. Enfin bref, on a tout un tas on a 90 items qui sont, et c'est Vincent qui est en charge. La philosophie est la même, la cible est différente, ou il y a aussi un objectif différent au niveau de Business Time? Non, Business Time, on va être sur des groupes beaucoup plus réduits, avec une fréquence plus élevée, parce que c'est 2 fois par mois. Par contre, là, c'est une bande de copains et on vraiment ce côté club, on y tient et on veut que les gens prennent du plaisir pour faire des affaires ensemble. Ouais, et du coup, on arrive à se développer. Il y a des règles aussi, ou il y a moins de règles? Il y a des règles, il y a toujours des règles. De toute façon, dans la vie, dans toutes les boîtes qui fonctionnent aujourd'hui, qui réussissent, il y a toujours des règles. Et dès qu'il n'y a pas de règles, c'est le bordel. Ouais, l'anarchie, ça marche pas? En tout cas, pas chez nous. Donc, pourquoi c'est pas en mode association? Moi, j'ai été étonné que ce n'était pas une boîte qui portait le réseau. Chaque entité est une association, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on a 35 clubs, il y a 35 associations. Pour 2 raisons. La première, c'est que quand on reçoit le monde politique, c'est plus facile de recevoir sur un mode associatif. Structure commerciale, évidemment pas. Et la deuxième, c'est que les grands patrons se déplacent plus facilement quand on est une association que lorsqu'on est une structure commerciale. Donc, pour attirer, un bon tips pour pouvoir attirer des intervenants. Exactement. Tu l'as appris comment ça? Je l'ai appris en testant, en le vivant? Non, c'était une recommandation qui m'avait été faite par une sénatrice au tout début de l'histoire. Et elle m'a dit, Olivier, j'ai un conseil à te donner, fais des associations, parce que tu seras plus facile pour qu'on puisse venir. On me l'a dit, je ne l'ai pas compris. C'est vrai, on m'a dit, monte une association. En tout cas, tu ne gagnes pas d'oseille. Elle m'a dit, tu ne gagnes pas d'oseille, monte une association. Ce sera plus facile pour développer et faire grandir ton truc. Et je ne l'ai pas compris. Voilà, mais après, ça fait l'expérience. Exactement. Et donc, du coup, aujourd'hui, 3 business principaux, c'est ça? Business O2, Business Time, Business Club. Business Club. Donc, on a une holding qui s'appelle Business O2. Business Club est notre marque depuis 2013. On a 35 clubs. Business Event, qui aujourd'hui, on propose des intervenants dans les entreprises. Donc, ce qu'on a bien réussi à faire dans les business clubs, on le propose aux entreprises. Mettre en place des speakers et des célébrités, voilà, avec ou sans Monsieur Loyal pour animer l'événement. Et puis la troisième, c'est Business Time, qui là s'adresse aux TPE. Et là, on est beaucoup plus sur des villes qu'on n'aurait jamais touchées en business club, type Maubeuge, Cambrai. Plus petites. Oui, voilà, on n'aurait jamais ouvert de business club dans ces villes-là. Donc ça te permet, un, de t'étendre et deux, de répondre aussi à une autre cible qui était peut-être aussi sur ton territoire déjà initial. Exactement, et puis voilà, et ça veut dire que géographiquement on maille complètement, donc ça veut dire que l'étau se resserre, et puis tu vois, je vais dire en guise de conclusion, notre objectif avec Vincent, c'est d'être les leaders incontestés des réseaux en France en 2025. C'est ce pourquoi je me lève le matin. C'est quoi les barrières? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être ce leader sur le réseau? C'est pas que ça m'empêche aujourd'hui, c'est qu'on va pas assez vite. Moi, mon objectif, c'est qu'on prenne la surmultiplier et qu'on aille beaucoup plus vite sur Business Time. On a des grosses ambitions sur Business Time. Et puis, voilà, Business Club, on aura 50 clubs en 2025, parce qu'on aura fait déjà un bout de chemin ensemble. Et puis surtout, après, je ne dis pas qu'on va ronronner, ça serait, mais surtout, on va pouvoir également continuer à développer ce réseau. Il y a un truc qui est important, c'est, ça, dont je suis très fier, ça fait 9 ans qu'on a démarré à Valenciennes. On est 160 membres ici au Eno Business Club, et on a encore 106 membres qui sont là depuis le début de l'histoire. C'est beau.
C'est la fidélité. Ouais, la fidélité. Et ça, c'est ce qu'on retrouve assez souvent dans nos clubs. Moi, je suis très fier de ça parce que c'est des gens qui nous font confiance. Pour le monde, je pense qu'ils quitteraient le navire. Et peut-être que la génération d'après la quittera. Mais il y a une grande fierté là-dessus. Oui, c'est une valeur importante pour toi et ça se transmet jusque chez tes membres. Ouais, et puis tu sais, ça fait penser toujours aux sportifs de haut niveau. Rappelle-toi, il y a 20-30 ans, au rugby, quand tu commençais ta carrière dans un club, tu l'as terminé dans ton club. C'était rare en rugby, tu changes de. Aujourd'hui, on change de club comme on change de mouchoir quelque part. Et ça, c'est des valeurs que j'aime bien. Tu vois, on défend le drapeau, je suis très fier de ça. À ce côté, loyauté, patrie. Quelques dernières petites questions un peu sur ce que tu as pu apprendre sur tout ce parcours très riche. Mais avant ça, comment est-ce que nous, on pourrait utiliser ça sur Internet, à ton avis? Tu dois voir tout ce monde de l'Internet, du business en ligne grandir. Des entrepreneurs qui n'étaient pas du tout dédiés à devenir entrepreneurs le deviennent. Parfois, montent des boîtes qui deviennent des licornes. Ça n'arrive pas beaucoup, mais. Pas beaucoup, heureusement. Mais en tout cas, il y a énormément de gens qui gagnent 5 à 10 000 balles par mois et qui travaillent de chez eux, qui arrivent à développer une belle activité alors qu'à la base, ils ne pensaient pas même devenir entrepreneurs. Qu'est-ce qu'ils doivent en tirer, ces gens-là, du Hello Business Club, du développement de réseau, de ton parcours? Je pense que, en résumé, il y a 3 mots. J'ai envie de dire 3 mots, c'est travail, travail et travail. Et je pense que c'est pas de moi, c'est Gérard Rolls qui avait dit ça. Et je pense qu'en effet, quand vous êtes... moi, j'étais un besogneux, parce que forcément, quand vous n'avez pas de talent, vous passez beaucoup de temps, et puis à force de faire, les portes s'ouvrent par la suite. Mais ce qui est important dans la vie, c'est quand vous avez envie de réussir, quand vous avez pas forcément une vision, quand vous avez déjà un début d'objectif, quand vous avez un début d'idée, ben, allez-y, parce que autrement les regrets ils arrivent très vite. Ils arrivent plus vite. Tu as côtoyé des chefs d'entreprise. J'en côtoie toujours. Je suis pas mort. Pas encore. C'est pas fini, au contraire, ça ne fait que grandir. Extrêmement haut niveau. C'est quoi ce que tu as revu chez eux qui se démultiplie un peu, une espèce de code du succès, des grandes règles un peu que tu as retrouvées chez beaucoup de chefs d'entreprise? J'étais à une confidence. On était en 2017. C'était juste avant les élections présidentielles, quand Macron gagne. Un mois avant, au mois d'avril, je reçois quelqu'un qui s'appelle Henri de Castres. Alors, le nom ne te dira pas grand-chose. C'était le patron de chez AXA. Il a dirigé 130 000 personnes. C'était le patron du CAC 40. Un des patrons du CAC 40. Et Henri de Castres, si Fillon était passé et avait gagné, il était certainement Premier ministre dans le gouvernement Fillon. Brillantissime. Et je me souviens, je l'ai reçu à Lille, à Luchin, au centre de formation du LOSC. Et il faisait un soleil rayonnant et il est arrivé, il m'a tendu la main. Et il m'a tendu la main, c'est la plus belle poignée de main que j'ai eue dans ma vie. Et cette poignée de main, elle m'a tellement marqué, je lui ai envoyé un petit mot derrière. J'ai l'impression de le connaître depuis 20 ans. Ouais, ça fait partie de ces gens avec qui tu discutes, tu regardes, et ce mec, il dégageait quelque chose. Il dit, on prend un café, on s'est mis dans un petit salon avec sa femme, et on a discuté pendant une demi-heure. Et je me disais au fond de moi, ce gars, je ne sais plus s'il était narc ou HEC, enfin bref, il avait une grande école. Moi, j'avais un petit CAP de cuisine, je me dis, qu'est-ce que je fais à discuter avec ce monsieur? Et j'ai passé un moment de rêve. Et il a su se mettre à ma portée. C'est génial. Ça, c'est la grande classe de ces mecs-là, c'est qu'ils savent se mettre à ta portée. Et je crois que c'est ça, une grande élégance intellectuelle, quand les gens le comprennent vite. Tu sais, à un moment, le vocabulaire que tu utilises, c'est pas forcément le bon, le leur, mais quand tu es sympa avec les gens, quand tu es honnête, respectueux, poli, bah, ils le ressentent et forcément ils te tendent la main. Moi, c'est ça que je retiens de ces 10 ans, c'est les mains tendues, la générosité, tous ces petits mots sympas, des échanges de textos. Je me souviens, je mettais un point d'honneur le soir quand je rentrais à la maison, que la tension redescende, et puis j'envoyais le petit mot, je faisais attention à chaque mot que j'utilisais pour le remercier mon intervenant. Et bien souvent aujourd'hui, ce qui est génial, avant même que je rentre le soir à la maison, je reçois un petit texto de l'intervenant qui me remercie d'être venu. Là, t'as gagné. Et là, je me dis, waouh, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un petit mot qui m'a touché à un point, mais tu ne peux pas savoir. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. Et je garde ces textos-là parce que je me dis, la vie va passer, il faut garder les souvenirs. Ouais, ça, c'est l'opposé des regrets, ça. Et l'opposé des regrets, exactement. Les résultats du travail. Ouais. Question flash, Olivier. Je te pose des petites questions. Ouais. Tu réponds la première chose qui te passe par la tête. C'est parfait pour les réseaux sociaux, ça. Ouais.
Première question flash du coup. Qui sont tes inspirations? Claude Lelouch. En plus, tu l'as eu. C'est beau. Quelle trace est-ce que tu veux laisser quand tu vas partir? La passion. Quelle est ta plus grande peur aujourd'hui? Le regard de mes enfants et de ma femme. C'est beau. C'est beau et c'est puissant en même temps. Quel est ton meilleur souvenir aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? La rencontre de mon associé d'aujourd'hui, qui était mon banquier il y a 15 ans, qui est devenu mon associé aujourd'hui. J'aurais aimé qu'on la développe celle-là, mais c'est pas grave. Et du coup, c'est ta plus belle rencontre. La question d'après, elle est la deuxième plus belle rencontre du coup. Mon épouse. Ton prochain objectif, toi l'ambitieux? J'ai un rêve, et j'ai vraiment un rêve. Il y a deux choses qui me tiennent à cœur, c'est de transmettre le savoir. Et j'aimerais qu'on constitue, je lance un appel même, je voudrais créer une école des réseaux. Comment on développe un réseau, comment on en fait un business, comment on gagne de l'argent avec le réseau. Ça c'est un sujet qui me passionne et j'aimerais bien lancer une boîte là-dessus. Je réponds, présent. Et la deuxième chose, et je trouve que ça c'est vraiment d'une utilité personnelle, comment on pourrait développer une conciergerie du business. Des idées un peu folles, des demandes complètement incroyables, comment mon entreprise pourrait répondre à des demandes et de surprendre. Accompagner les entrepreneurs dans, Ouais, mais dans la folie les plus grandes. Peut-être pas dans la folie, mais surtout, souvent, ça leur fait gagner du temps et puis surtout d'aller toucher les bonnes personnes. Parce que souvent, la difficulté qu'on a, c'est comment faire pour rencontrer les bons décideurs. C'est ça qui est compliqué. Parce que... Et aujourd'hui, je peux assurer que quand vous touchez la bonne personne, vous gagnez beaucoup de temps et vous gagnez beaucoup d'argent. Et même, je dirais, le bon fit et le bon match. Parfois, on peut avoir la bonne personne, mais j'ai la sensation que plus que d'avoir fait rencontrer les bonnes personnes, tu leur as créé le bon pont entre les bons mots, la bonne occasion, peut-être le bon verre de vin qui allait bien pour créer la belle rencontre. Vous savez, aujourd'hui, depuis qu'on est là, j'estime qu'on a à peu près une vingtaine de sociétés qui ont été vendues, revendues grâce au réseau. Ça s'est fait, enfin grâce au réseau. Ça s'est fait dans le cadre du réseau, d'accord? Il n'y a pas de fierté personnelle sur le sujet. Par contre, quand les mecs viennent vous voir en disant merci Olive, c'est grâce à toi que j'ai rencontré cette personne, et que vous recevez la petite caisse de champagne qui va bien pour vous remercier, vous ne pouvez pas savoir le sentiment que vous avez de vous toucher plus tard. Il y a une question que tu poses souvent, si tu pouvais partager un repas avec 4 ou 5 personnes, ça serait qui et pourquoi? Je vous invite à faire cette question lorsque vous mangez avec vos potes, ça occupe pas mal la soirée, c'est en général je le fais quand on reçoit à la maison. 4-5... Bien évidemment, ta première réponse, c'est ma femme et mes enfants. Ouais. Je la partagerai avec un chef de cuisine. Ouais, je la partagerai avec un chef de cuisine et j'ai un souvenir incroyable. Alors, il est mort, mais c'est Bernard Loiseau. Je me souviens de ce moment incroyable. On avait échangé ensemble quelques mois avant qu'il décède, mais on avait passé un moment chez lui. Et je me disais, au bout d'une demi-heure, je vais dire à ma femme, t'écoutes Bernard Loiseau une demi-heure, tu veux devenir cuisinier. Tu sais, c'est des gens qui savent inculquer une passion. Donc, soit un cuisinier, j'ai envie de remercier les frères Pasquier. Je leur dois tout. Tout ce que je suis là où je suis aujourd'hui, je leur dois tout. Cette histoire où tu envoies un message il y a 20 ans, je quittais l'entreprise, machin, et où J'ai quitté la boîte le 31 octobre 1998. Et le 31 octobre 2018, 20 ans après, jour pour jour, je suis en train de finir une partie de golf. Je suis dans ma voiture et je regarde la date. Il y a 20 ans, j'ai quitté Pascal. Et j'envoie un texto à Pascal Pasquier, il y a 20 ans déjà. Et il me rappelle aussitôt. Je trouve qu'il y a des histoires comme ça où le temps passe forcément, mais putain, qu'est-ce que les mecs vous ont donné et tout ce que vous avez reçu grâce à eux. Quoi. Et ça reste parce que du coup, la réponse de Monsieur Pasquier, c'est on est toujours là et on pense toujours à toi. Ouais. Et puis là, cette semaine, on a inauguré Angers, j'ai reçu un petit mot de l'Umaï, alors que ça m'a touché, bouleversé. L'émotion, elle est quand même incroyable. Quoi. Je me souviens de ce moment, on est en 80... On est en 88, à l'époque, Brioche Pasquier avait un produit qui s'appelait Pitch, les brioches de poche, et on était sponsor de Cholet Basket. Et à chaque fois que Cholet Basket se déplaçait dans les villes en France, il y avait à Limoges, Portet. Moi j'étais chef des ventes du Sud-Ouest et j'avais Limoges,
et pour t'aider. Et j'invitais les clients. Et mes collaborateurs, avec moi, on venait distribuer des pitchs dans la salle. Enfin, c'était un moment festif. Le match était télévisé, c'était un dimanche après-midi. Et le mari était président du club de basket, il vient nous saluer, merci beaucoup d'être venu. Et je suis rentré, mon bureau était à Bègles, près de Bordeaux, et lundi matin, il n'y a pas de téléphone portable. Et à 8h30, le téléphone sonne. Et il m'appelle et puis il me dit, Olivier, voilà, je veux te remercier pour hier, c'était un moment fantastique. Passe une bonne semaine. Président. C'est beau, hein. Quand le mec t'appelle, 30 secondes qu'il te dit ça, toute ta vie, tu t'en souviens. T'as gagné. Ouais. Et l'émotion, elle est là. Et ouais, et bien du coup, merci beaucoup Olivier, c'était un plaisir. Je pense que effectivement, tu l'as déjà dit, il y a eu les mots-clés de cette interview forte, celle avec laquelle je vais repartir, avec laquelle je vais essayer d'enrichir mes prochaines interviews, avec enrichir mon club, c'est l'humain, la passion, l'émotion, la connexion en profondeur et l'envie de vivre des bons moments avec les gens. Je pense que ça te caractérise bien et je vais essayer d'en mettre un petit peu plus dans ma vie au quotidien. Bon, Merci beaucoup. Merci Enzo, j'ai passé un très bon moment et tu as du talent pour poser les bonnes questions. Merci. Salut. Abonnez-vous, likez, laissez des commentaires, allez voir bien évidemment le Hainaut Business Club et tous les business clubs qui sont créés. Il se passe beaucoup de choses. J'espère que cette interview elle vous a inspiré, elle vous a motivé. Abonnez-vous, allez voir le travail d'Olivier et de son équipe. Et à bientôt. Merci. Salut. Ciao.